Bonjour Steven. Merci de m'accueillir ici, TF1. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc tu es le rédacteur en chef, magazine TF1. Ouais. Donc vaste empire. Ouais, on peut dire ça. Les magazines de TF1. Alors moi au-dessus, j'ai un directeur, ça va être Pascal Pining. Oui. Les magazines de TF1, en gros, c'est 7 à 8 et grand reportage. Voilà, moi je me suis dédié à grand reportage. Et reportage découverte. Enfin, après, il y a plusieurs signatures, mais c'est la même case, quoi. Et comment tu es venu dans cet univers? Alors, je te résume mon parcours, mon fait est rapide, parce que je suis sorti de l'école en 2000. J'étais sur du news. J'étais à ce qui s'appelait à l'époque iTélé, puis après ça, la rédac a fusionné avec Canal+. Ensuite, mais j'étais déjà parti, c'est devenu CNews. Bon, voilà, on est plus sur la même câble. Mais j'ai été donc 2 ans en région, à Marseille, correspondant. Ensuite, je suis venu à Paris. Assez vite, j'étais grand reporter, donc c'était c'était soit des guerres, des attentats, des tsunamis, les machins, soit du quotidien en France. Et en 2005, je croise le chemin d'Harry Roselmack, qui était 2005 ou 2006, 2005, qui passait par Canal et iTélé, il présentait un peu le journal sur Canal et sur iTélé. On devient potes. 2006, il part à TF1, il présente le JT, et puis moi, 2009, j'ai ma première fille, et là, à ce moment-là, j'étais grand reporter, je bougeais beaucoup, etc. C'était pas toujours simple. Et j'avais envie de lever un peu le pied sur le news. Et Harry voulait créer une émission de documentaire qui s'appelait En Immersion. Et donc, on s'est dit, allons-y, quoi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à TF1. Et donc, je réalisais les immersions. Et en même temps, je réalisais des reportages pour la case reportage qui, à l'époque, c'était des 30 minutes. Il y en avait 2, 3 peut-être. Et puis la case a grossi, et Pascal Pining était seul à l'époque. Enfin, il y avait des équipes, mais c'était lui qui gérait éditorialement. Et de 1 30 minutes, c'est passé à 2, puis à 3, puis ils ont rajouté le dimanche, 1, 2, 3, puis des 60 minutes, et le truc est devenu 4 fois 60 minutes par semaine. Donc c'est une usine, le machin. Wow. Et là, ils ont créé un poste de Red Chef adjoint que Pascal m'a proposé, c'était en 2015, ça. J'ai pris, et puis après je suis devenu rédacteur en chef. Et l'émission, elle est restée sur 4 fois 60 minutes, et parfois ça passe à 5 fois 60 minutes l'été. Donc c'est 120, allez, on va dire en moyenne entre 110 et 130 sujets documentaires d'une heure en cours de production. C'est énorme. C'est énorme. Donc c'est une tonne de mails, c'est une tonne de validation, de modification, de plateaux, de machins, de réunions, de communiqués, de plein de trucs. Et on arrive à gérer ça du mieux qu'on peut avec Pascal. Voilà. C'est quoi ta journée type? J'imagine ça change tous les jours ou c'est la routine? Quand t'as été grand reporter, tu te retrouves au bureau, t'as toujours un peu l'impression que c'est la routine. Mais non, ça change. Enfin, si tu veux, il y a des activités type visionnage, lire les propositions, lire les séquenciers, demander des modifs. Après les visionnages, réécrire. Moi, je réécris tous les commentaires. D'accord. Puis revisionnage. Il y a les plateaux ce matin avec Anne-Claire Coudray. On a enregistré les plateaux de ce week-end, de demain et d'après-demain. Il y a la programmation. Il y a après il y a plein de petits trucs, les communiqués de presse à corriger, faire des communiques, aller mixer. Tout à l'heure je suis allé mixer, poser ta voix sur des trucs. Bon voilà. Donc l'activité elle est assez variée. Puis il y a des rendez-vous. Elle est assez variée, mais malgré tout, oui, c'est une activité de Red Chef de bureau forcément. Pour toi, Olivier, qu'est-ce que c'est qu'un média? Le rôle d'un média? C'est avant tout d'informer. On est dans un monde où les informations, vraies et fausses, affluent de partout. Tu vois, c'était quand je suis sorti de l'école, c'était en 2000. Bon, il y avait quelques chaînes, il y avait Internet qui arrivait, mais enfin, ça n'allait pas très loin. Il n'y avait pas de site d'info sur Internet. Il y avait pas de fake news. Très peu, tu vois. Aujourd'hui, ça arrive dans tous les sujets. Gérer des journaux, les JT aujourd'hui, sur une actu comme celle qui se passe au Proche-Orient, c'est super chaud. C'est-à-dire que il te faut quasiment des personnes dédiées à la vérification des informations. Donc voilà, pour revenir à ta question, le rôle d'un média, pour moi, c'est d'informer justement, objectivement, même si ce terme, on peut en discuter en tout cas le plus objectivement qu'on peut. Si cette mission-là, elle est réussie,
Pour moi, l'essentiel est fait. Après, on peut parler de la forme, de la façon d'informer. On peut parler de la cible, de à qui on veut parler. Mais ce qui est commun à tous les médias, pour moi, c'est ce devoir, cette mission d'information. Pour toi, Olivier, TF1, là, on a vu ces derniers temps, recruter beaucoup de jeunes. Toi, tu trouves ça... Ça fait vieillir, ça. Ouais. Quand j'ai à la cantine, me dit, merde, je suis plus parmi les jeunes. Et on parlait de la technologie en ce moment. TF1, ce qui se passe. TF1 depuis quelques temps déjà, mais avec l'arrivée du nouveau PDG, Rodolphe Belmer, a clairement fait un choix de, tout en préservant l'antenne, parce que c'est ce qui rapporte de l'argent aujourd'hui, il faut pas... et puis c'est l'ADN de TF1, quoi. C'est une chaîne de télé, on est bien d'accord, c'est pas une chaîne de streaming. Bon, TF1 a fait le choix de basculer progressivement, en tout cas de développer le streaming, le digital. Ceux qui ont cette compétence-là aujourd'hui, c'est pas moi. Tu vois, j'ai d'autres compétences. On peut parler du magazine autant que tu veux. Je te parlerai pas beaucoup du digital. C'est complémentaire. Ouais, tout ça est complémentaire. Oui. C'est une question de cible. Voilà. Aujourd'hui, le trésor de TF1, il s'adresse à des gens plutôt en province. Bon, je connais pas les études marketing, mais globalement, c'est plutôt en province, plutôt d'un certain âge. Bon, le digital, ça va s'adresser à d'autres personnes. Et c'est totalement complémentaire. Et ce que tu vois au trésor peut être travaillé pour être mis sur le digital, je pense, ou au 20h. Ou au magazine. Donc oui, c'est complémentaire, mais c'est une nouvelle façon de travailler. Et cette compétence-là, parce que ça fait partie de leur culture, je pense qu'elle concerne aujourd'hui beaucoup plus les jeunes, quoi. Et en revanche, eux, ils vont pas difficilement venir m'expliquer comment fonctionne notre case de magazine, tu vois. Oui, c'est sûr. Donc chacun son truc. Ce matin, j'étais en rendez-vous, j'ai eu une réunion avec MyTF1 justement sur une série mag qu'on fait pour eux. Ce que je disais au réalisateur, c'est Michel Izard, c'est un gars qui bosse beaucoup pour le Trésor, qui est très proche de Pernod, etc. Et qui tourne depuis des années sur Notre-Dame. Il a des rushs incroyables, il a des tonnes et en quantité. Bon, voilà. MyTF1 est preneur d'une série là-dessus. Mais ce que je disais à Michel, c'est que nous, on n'est plus dans le rôle du diffuseur. On est dans le rôle de producteur. Le diffuseur, c'est MyTF1. Donc, ils connaissent a priori leur cible. Ils savent comment ils doivent aller amener un sujet, le vendre entre guillemets. Et donc, nous, on doit s'enrichir de ça. On doit être à l'écoute d'eux pour ça. Et puis, après, on leur apporte notre savoir-faire et tout ça est extrêmement complémentaire et c'est même enrichissant pour nous, quoi. C'est même génial ce que j'ai dit à Michel. On a une chance de ouf, en fait. On a une chance folle de connaître ça. Si tu as cette ouverture d'esprit, c'est une chance inouïe. Donc, on travaille sur de nouveaux produits. Et moi, je trouve ça génial. Génial. Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes qui veulent se lancer dans le monde des médias? Toi, t'es passé par une école, d'ailleurs? Moi, je suis passé, oui, j'ai fait une école... j'ai fait l'école de journalisme de Marseille. Ah oui? Ouais. Okay. Parce que moi, je viens plutôt du Sud. D'accord. J'ai fait 5 ans d'études à Montpellier, 2 à Marseille. Et je suis sorti en 2000, donc c'est une période où il y avait quand même encore pas mal de boulot. C'était les tout débuts d'Internet, donc ça commençait à recruter, genre lemonde.fr, il y avait des trucs. Bon, moi, j'ai eu des propositions de boulot sur des trucs beaucoup plus classiques de télé, France 3, France Bleu, France Bleu, c'était des radios françaises à l'époque. Et je trouve que les conseils à donner, enfin, très clairement, moi, mon conseil numéro 1, c'est de s'accrocher. Voilà. Je vois, hein, je reçois des CV, des machins, des demandes de stage, bon, c'est difficile. C'est difficile. Le marché, il est fermé, il est cloisonné, mais tous les ans, grâce aux concours, aux bourses, notamment à l'info, à la rédac, il y a des jeunes qui arrivent. Et je trouve qu'ils sont plutôt bons en plus. Et ils apportent vraiment de la fraîcheur. Donc c'est nécessaire. Mais pour 1, 2, 3 qui vont rentrer, je sais qu'il y en a 20 qui attendent. Donc il faut être archi motivé. Il faut être déterminé. Et après, il faut avoir les qualités d'un journaliste. La curiosité, l'esprit d'adaptation, l'esprit de synthèse, l'envie de raconter, savoir à qui on s'adresse, etc. Ça, c'est la base du truc. Mais après, il faut avoir une niaque de ouf. Vraiment, je pense qu'il faut... C'est difficile, hein. Souvent, j'ai des gens qui viennent, parfois, qui ont envie de faire ça. Je me dis... Endurant. Je me dis, oh putain, dans quoi tu te lances? Et en réalité, moi, je file des cours une semaine par an à l'école à Marseille. Ah, d'accord. Ah, j'adore. J'adore parce que je vois les nouvelles générations et l'état d'esprit qui évolue. Je trouve ça très drôle. Oui. Et plus rien à voir avec nous, c'est bon, on pourra en reparler. Mais... Et bon, et tous les ans, je suis inquiet
et tous les ans, ils trouvent quasiment tous du boulot. Okay. Alors certains, ils ont des idées, c'est pas du tout, ils réfléchissent pas comme nous, mais certains sont très arrêtés sur, moi je veux un média un peu alternatif, alors ils t'en citent 2-3 que tu connais pas forcément. Ouais. Bon, mais globalement, ils y arrivent tous, quoi. Donc je me dis qu'il y a de la place, peut-être même plus de place qu'à notre époque en réalité, puisqu'il y a beaucoup plus de médias. Ouais, avec Internet. Mais voilà, on n'est plus sur le CDI. Moi, j'ai jamais eu de CDD, quoi. Moi, c'était CDI, je suis rentré. Là, on est sur pige, contrat duré, machin, on est sur un truc assez précaire. Mais bon, c'est globalement, je pense, la société qui va dans ce sens-là. Donc, t'aimes transmettre? Ah ouais. T'as toujours eu ce truc, au fond, de vouloir transmettre? Non. En réalité, non. Je pense qu'au début, j'avais la dalle de terrain, de découvrir, d'aller au charbon, j'ai jamais compté mes heures. Le jour où je compterai mes heures, c'est bon, j'arrêterai, quoi. Ouais. Alors là, le jour où je compte mes heures, c'est terminé. Mais oui, j'avais la dalle, je bossais le jour, sur des feux, le tsunami, t'en quilles 2 semaines, tu dors 2 heures par nuit, tu tapes un direct à minuit, puis tu reviens t'en taper un à 5 heures. Bon, j'adore. Moi, ça a été un kiff total. Donc là, j'étais pas du tout dans un truc. Enfin, si, tu transmets l'information. Tu vois, t'es là, face à la caméra, tu transmets l'information. Je trouve ça génial. Tu vis un truc et tu le racontes. C'est quand même une mission. Utilité publique. Au-delà, oui, il y a ce côté-là. Et puis, déjà, tu vis des choses exceptionnelles, ce qui est quand même pas donné à tout le monde. Et ensuite, tu vas les raconter de façon telle que les gens vont comprendre, alors qu'au début, ils sont au courant de rien. Moi, c'est un exercice intellectuel qui est vachement intéressant. Donc, c'est une façon de transmettre. Après, ta question, c'était plus sur le transmettre à d'autres générations, je pense. Oui. Et ça m'est venu il y a pas si longtemps que ça. Un peu par hasard. Enfin, je sais plus si on a la correspondante à Marseille de TF1, enfin, qui était la chef de bureau, l'inaugurée, on était dans la même promo à l'école. Okay. Et maintenant, elle a arrêté parce qu'elle est partie un an en voyage avec sa famille. Mais elle gérait la section télé de l'école. Et je sais plus si c'est elle qui m'a proposé. On en a parlé, ça s'est fait comme ça. Et c'est en y allant que je me suis dit, putain, c'est génial. En fait, c'est génial. Les jeunes, ils me font halluciner, quoi. Halluciner à plein de niveaux, en fait, hein. Ils sont tellement pas comme nous, en termes d'état d'esprit. Nous, on était tellement plus formatés qu'eux. Là, enfin, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Il y a plus, je trouve, il y a plus le moule journaliste, quoi. Et c'est bien. Enfin, c'est ce qu'il faut. C'est une richesse. C'est une richesse. Mais parfois, ça fait flipper, hein. Tu te dis, mais comment celui-là, il va s'adapter à une rédac, quoi. Et puis, je te dis, finalement, ils y arrivent, quoi. Finalement, ils y arrivent. Globalement, ils y arrivent. Donc, c'est cool. J'imagine, t'as fait pas mal de rencontres, t'as vécu plein de choses, situations, j'imagine, incroyables. C'est quoi, toi, ton plus beau souvenir au cours de ta carrière? En termes d'émotion, enfin, moi, je réfléchis beaucoup en termes d'émotion. C'est ça, en termes d'émotion, ouais. En fait, il y en a plusieurs. Il y en a, alors, c'est des gros événements. En fait, j'ai eu une phase d'événements historiques. Mais, bon, évidemment, il y a le tsunami. Bon, le tsunami, c'est mon plus gros souvenir dur. Parce que je pense, mais j'ai beaucoup réfléchi, mais je pense que quand tu pars travailler sur un truc qui potentiellement est difficile, que ce soit, je sais pas, des émeutes, un séisme, ou une guerre, je pense que c'est un peu comme un médecin qui va opérer. Je pense que psychologiquement, pendant le temps de vol, où tu lis des dépêches, où tu te prépares à ce que tu vas voir, et j'ai jamais été très ému en réalité. J'ai jamais été, et le tsunami, j'y allais en vacances avec une pote caméraman, qui avait pas de caméra, et on est arrivé au moment où ça s'est passé, à Bangkok. La rédac savait qu'on y allait. Donc, tout de suite, appel, machin. On a vu un mec qui avait un caméscope dans l'aéroport. Ils l'ont pris à la pile, je sais plus comment ils se sont arrangés, et on est arrivé là-bas les premiers. C'est-à-dire qu'on est arrivé là-bas, ça s'est passé genre en fin de matinée, on est arrivé en début d'après. Bon. Wow. Pas du tout préparé. Et on est resté 15 jours à bouffer du tsunami. Bon. Et là, ça a été difficile. Bon. Mais après, des trucs marquants au niveau historique, j'en ai eu plein. Enfin, la mort et les obsèques de Jean-Paul II, c'était un truc de ouf. Ouais. Les obsèques de Yasser Arafat, où on était parti à Ramallah, à Gaza, on savait plus où ça allait péter, machin, là. Et après, les obsèques en elles-mêmes, c'était des mots. En fait, tu te dis, putain, une page se tourne, quoi. Oui. Tu vis une page d'histoire. Je m'étais dit, j'ai enterré Arafat et Jean-Paul II, il faudrait que j'arrive à aller aux obsèques de Castro, puis bon, finalement, je suis jamais arrivé. Mais voilà, l'élection d'Obama aux États-Unis, bon, et après, avant ça, on était au Kenya sur des émeutes.
où il y avait quand même 20-30 morts par jour. Et à la fin, quand ça s'est calmé, je vois un article, je sais plus si c'était dans le Times ou je sais plus, un magazine américain où il parlait de la grand-mère d'Obama qui vivait dans un petit village au Kenya. Et j'appelle la rédac et j'ai dit, putain, il me dit, bah, vas-y. Bon. Et on se tire là-bas, il y avait 8 heures de voiture, de piste et tout. C'était à la frontière avec l'Ouganda. On arrive dans le village et puis là, on était avec l'oncle et la grand-mère d'Obama qui il était pas élu, donc il n'y avait pas de policier. Wow. On a passé la journée avec eux. C'était génial. Et j'ai toujours en contact l'oncle d'Obama. Wow. Et non, enfin voilà, ça c'est des moments, mais des moments émotionnellement comme ça, forts, il y en a. C'est ce qui fait la richesse de ce métier en réalité. Et c'est pas forcément sur des actus de ouf, hein. Oui. C'est pas forcément sur des actus incroyables, c'est des rencontres. Je sais pas, c'est des rencontres humaines qui peuvent être. Moi, j'ai plein de contacts encore avec des gens que j'ai tournés il y a 6, 8, pas 6 parce que je tournais plus, mais il y a 10, 12 ans quoi. Ouais. Vraiment, je suis encore en contact avec eux. C'est des rencontres qui sont souvent fortes, pas toujours, hein, mais souvent. Une rencontre, j'étais trop jeune, je suis passé totalement à côté. Et ça, après, je me suis dit, en fait, il se dégageait un truc, mais j'étais trop jeune, j'étais pas mûr, quoi. C'était quand, ça? C'était avec le Dalai Lama. Et j'étais seul avec lui. En fait, il était venu. Je me suis dit, tu vois, alors moi, je suis pas du tout, star, machin, je n'ai rien. Ouais, je comprends. Donc, si tu veux, les selfies, les trucs, rien. Mais lui, c'est quand même un personnage. Après, là, je me suis retrouvé comme ça dans une salle avec lui pour l'interviewer. Il était de passage en France. Okay. Et, il était à côté de Montpellier. Il avait visité un temple, sur le Larzac, je crois, il y avait Yannick Noah, je sais pas quoi. Bref. D'accord. Et je me retrouve en interview avec lui, et je sentais bien qu'il se dégageait un truc. Mais je l'ai interviewé comme si j'ai interviewé, je sais pas moi, n'importe qui, on va dire. J'ai pas envie de citer une personne quelconque. Et c'est plusieurs années après, je me suis dit, putain, mais il se dégageait quand même un truc incroyable. T'avais senti un truc? Je suis passé à côté. C'est ce que je te dis. Bon, je pense que t'as été naturel avec lui. Ah oui. Je pense que je suis assez naturel en général, si tu veux, en général. Mais non, après les anecdotes, il y en a. Ouais, j'imagine, t'en as énormément. Des tonnes, mais c'est tout ce qui fait la beauté de ce métier, quoi. Ouais. Alors pour finir, ce que je disais, quelles sont les personnes que tu aimerais remercier qui ont fait de toi ce que tu es? Ah oh. Ceux qui t'ont tendu la main. Moi, j'aime bien ceux qui tendent la main au début. Alors, je prends après, au niveau professionnel, hein, on parle. Professionnel. Ouais. Dans l'ordre chronologique. Ouais. Bernard Zecri, qui était le directeur de la rédac d'ITélé, de Canal, de Canal plus d'ITélé, qui était un gars avec qui j'ai pas eu une relation intime, si tu veux, de proximité, qui était mon patron, mais qui était incroyable d'ouverture, de confiance. Tu vois, t'allais le voir. Je me souviens, plusieurs fois il m'a fait ça. Je sais plus si c'était pour un truc en Algérie, non, je sais plus. Genre le chikungunya à la Réunion, ça je me souviens. Il y avait des morts, il y avait plein de morts, et puis aucun média nationaux n'en parlait. J'ai dit, putain, c'est bizarre. Et puis c'est un gars qui s'appelle Antonin Lotte, qui avait vécu là-bas, qui me dit, mais regarde ce qui se passe. Ouais, je vais le voir, et puis il me regarde comme ça, il me dit, ça te fait marrer? Je dis, bah non, mais enfin, il y a un truc à faire. Il me dit, bah vas-y. Donc, et plein de fois, enfin plusieurs fois, t'allais le voir et tu disais, ça te fait marrer? Ou alors, je sais pas, et alors t'en penses quoi? Bon, bah vas-y. Et tu partais. Ouais, et quand t'es jeune et que tu quasiment débutes, tu te dis, en revanche, il fallait assurer. Une fois là-bas, il fallait assurer. Si tu me gaufrais, tu le disais pas 3 fois, si tu veux. Donc, Bernard Zecri, Harry Roselmack. Harry, on s'est rencontrés en 2005 ou 2006. On avait des bureaux à côté. C'était à l'époque de Zecri, tout ça. Hein. On a très vite matché. En réalité, on a très vite matché. Après, on s'est un peu, comme il est parti en 2006 à TF1, on s'était rencontrés qu'une année, donc on s'entendait bien. On n'était pas amis, quoi. Et puis après, il m'a appelé à TF1. Il m'a fait venir à TF1 en 2009. Et on s'est réellement rapprochés. Et là, c'est un ami. C'est un ami, ouais. C'est un ami. Et donc, c'est lui qui m'a fait venir. Et c'est lui, en réalité, en me faisant venir, qui m'a fait passer du news au magazine. Et j'ai pas envie de le remercier professionnellement, parce qu'en réalité, je le remercie pour beaucoup plus que ça, quoi. En réalité. Je le remercie. Enfin, voilà, notre relation, elle est ce qu'elle est, mais elle est. Un ami, quoi. Un vrai ami, quoi. Ouais, je l'adore, quoi. Voilà, donc j'adore.
Je le remercierais presque d'exister, tu vois. Ça fait un peu cucu de dire ça comme ça. Mais voilà, Harry, Pascal Pining qui m'a fait faire des sujets, des magazines pour reportage, puis quand il a créé le poste, me l'a proposé. Okay. Et donc, c'est des passages, tout ça. Hein. C'est des gars qui te font passer à autre chose. Zekri, il me fait devenir grand reporter, il me fait faire ce que j'avais toujours rêvé de faire. Harry me fait passer au magazine, Pascal me fait passer à la rédaction, on va dire à l'encadrement, quoi. Bon. Voilà. Après, il y en a plein qui comptent, mais les principales, j'aime pas trop ça parce que t'as toujours l'impression que t'en oublies plein. Non, les principales, oui, c'est ça. Ouais. Pour finir, est-ce que tu voudrais évoquer quelque chose, un thème qui tient à cœur ou pas du tout? Un thème? Ouais. Ouais, c'est pareil. Moi, j'ai beaucoup. Moi, ce serait, pour faire large. Ouais. Ce sera un thème autour de l'humanité, autour de l'humanité, vivre ensemble, solidarité, amour au sens très large du terme. On en vient là, hein, quand tu regardes. Hein. On revient à ce sujet-là. Hein. C'est quelque chose de... Ah, chez moi, tu veux dire? Enfin, quoi? Ouais, de ce que tu dis là, le côté partage d'humain. Ah bah bien sûr, ouais. Tu peux pas faire ce métier si t'es pas... Enfin, c'est un métier d'humanité, en réalité. Ceux qui le font de façon technique, presque froide, presque automatique, ils passent à côté du truc, quoi. Ils passent totalement à côté du truc. C'est un métier d'humanité, mais avec qui que tu sois, le SDF, le ministre, le machin, avec qui que tu sois. Et c'est là que tu obtiens le meilleur des gens, en plus. Ouais. Tu vois, le truc d'Izard dont je te parlais, il a des interviews géniales. Mais pourquoi il a des interviews géniales? Parce que lui, il y va en toute sincérité, que ça sent qu'il a le temps, parce que c'est aussi un luxe d'avoir le temps, et que finalement, t'arrives à tirer un peu, enfin, même si c'est pas le but, tu vois, t'es pas dans un truc, mais t'arrives à laisser l'autre s'ouvrir et finalement à avoir autre chose que ceux qui ont eu les gars qui se sont mis à tourner en 2 minutes, et puis voilà. C'est un métier profondément d'humanité, bien sûr. Donc oui, s'il y avait une thématique, c'est ça, c'est vivre ensemble, parce que je trouve qu'on est dans une période de clivage total, de communautarisme absolu, et que c'est pour moi une catastrophe. C'est pour moi la non-humanité, voilà. Et bon, et après tu englobes tout ça sur l'amour. Bon, l'amour, voilà. Ça, on pourra en parler des heures, hein, mais oui, s'il y avait une thématique, ce serait celle-ci, je pense. J'ai une dernière question à toi, à ton niveau. Est-ce que tu peux justement, avec ton travail, emmener les gens vers ce que tu dis là? Tu sais, c'est compliqué, parce qu'entre ça et le business, c'est compliqué, j'imagine. Ouais, mais alors, par chance, l'émission Grand Reportage, elle est ni, si tu veux, on n'est ni racoleur, ni on va chercher des noises aux gens, ou on va chercher le machin qui va pas, ni... donc, en ce sens, je m'y retrouve. Ok. On raconte des histoires, c'est plutôt feel good, tu vois. On raconte de belles histoires, en général. On les rend pas plus belles que ce qu'elles sont pour autant, mais c'est des histoires plutôt positives, et c'est pour ça que l'émission, elle marche. Moi, j'en suis persuadé. C'est une émission qui... elle est, tu vois, c'est pas la plus connue, hein, en termes de notoriété. C'est pourtant la plus ancienne. Et c'est celle qui marche le plus. C'est celle, tu peux regarder, je sais pas, je vais pas citer d'autres émissions, mais enfin, tu peux regarder toutes les émissions que tu veux, y compris celles en prime dans d'autres chaînes. Reportage fait plus de téléspectateurs. Voilà. C'est celle qui est le plus regardée. Et je pense sincèrement que c'est parce que elle est feel good. Parce qu'elle raconte des belles histoires, que ce soit des artisans, des Français qui font le tour du monde, des, je sais pas... proche du peuple. C'est pas... oui, c'est forcément grand public. Hein. Je veux dire, moi, je regarde avec mes enfants, ils regardent. Hein. Tu regardes tes parents, ils regardent aussi. Donc, c'est forcément grand public. Mais c'est pas ça le but. Je pense qu'il fait que les gens regardent, c'est le côté non angoissant. Voilà, c'est le côté feel good. Et d'ailleurs, dès qu'on aborde une thématique un peu compliquée, les gens se tirent. Voilà. Les gens, donc, on n'a pas le même public que 7 à 8, on n'a pas le même public. Il y a un public particulier. Souvent, les gens croient que cette case, elle est facile.
parce que t'es derrière le 13h, qui est une machine de guerre, que l'émission est facile à regarder. Mais je peux te dire qu'il y en a un paquet de réals qui se sont cassés les dents dessus. Elle est facile à regarder, mais elle est vraiment très compliquée à faire. Il y a un rythme, il y a une musique, il y a une tension, mais tout douce, mais qu'il faut quand même maintenir parce que sinon tu perds les gens. Elle est vraiment. Moi-même, si je devais en faire aujourd'hui, je peux te dire qu'à chaque tournage, je me remettrai en question. Et que je serai comme as au moment du visionnage parce que je saurais pas si j'ai bien fait. Elle est hyper complexe, cette émission. Mais voilà. Elle est là, elle marche pas mal et je pense que c'est en grande partie parce qu'elle est positive, quoi. On a besoin de ça. Ouais. Un monde bien sûr. Où la peur règne. Mais bien sûr. Sans jeter la pierre au JT parce que ils font leur travail. Oui. T'écoutes les infos, franchement. Puis tu vois les gens. Enfin, globalement, on a besoin d'ouverture, on a besoin de voyager, on a besoin d'histoires positives, on a besoin de gens émouvants, de gens qui s'entendent, de gens, voilà. Ouais, moi ça, moi j'en suis persuadé. Ouais. Parfait. Attends. Tu peux répondre. Non, Bon, de toute façon, on a terminé. Ça, c'est toi qui vois. Moi, je peux. En tout cas, je te remercie pour ton temps et ton partage. Et puis, comme je dis toujours, l'aventure continue, quoi. Ouais. Bah, bon vent à vous, hein, aussi. Merci. Je sais pas si, j'imagine que vous avez de beaux projets, mais ouais. Mais c'est bien, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Olivier. Merci.